Je commence le tips. Aujourd'hui, on accueille Stéphanie Abadi, qui nous a d'ailleurs fait un premier tips sur la négociation. Là, aujourd'hui, elle va nous parler d'organiser sa démarche commerciale. Alors, je reprends mes petites notes. Stéphanie, elle a fait une formation paramédicale diététicienne. Elle a travaillé, que ce soit en cabinet libéral, en milieu hospitalier, à domicile. Et après, elle a eu des expériences plutôt commerciales, que ce soit sur les dispositifs médicaux, la prestation de santé à domicile. Et après, elle a pris des postes de direction commerciale sur de la gestion de grands comptes et du management d'équipe. En ce moment, elle fait un MBA exécutive à l'EM Lyon. Et d'ailleurs, elle va bientôt vous solliciter parce que en fait, elle a un sujet de mémoire à faire. Alors, je vous lis sa problématique, c'est comment accompagner le développement business de l'innovation santé via une collaboration grand compte start-up. Donc, je pense qu'elle vous sollicitera en tant que femme de santé pour l'aider dans son mémoire. Et pour info, elle a 2 enfants de 7 et 3 ans et elle est originaire du Sud-Ouest. Donc Stéphanie, je te cède la parole. Merci beaucoup pour ce deuxième tips. Le premier, si vous voulez, est à retrouver sur la chaîne YouTube du collectif, sur la négociation. Merci beaucoup Margot. Bonjour à tous. Donc oui, mes 6 prochains mois vont être rythmés par le sujet que tu viens d'annoncer et je suis sûre qu'à un moment, vous arriverez à mon secours d'une façon ou d'une autre. Est-ce que l'écran est toujours partagé, Margot? C'est bon? Toujours, c'est parfait, on t'entend et Ok. on voit l'écran. Allez, c'est parti. Donc oui, je vous proposais, donc j'ai essayé de réfléchir à 7 tips, donc loin d'être un cours sur sa démarche commerciale, c'est plutôt, j'ai essayé de penser aux petites choses, moi, qui m'ont aidé ou pas. Enfin, plutôt des choses, alors soit effectivement qui m'ont aidé à réussir, soit des choses que j'ai pas fait et je me suis dit, tiens, ben, peut-être que maintenant, faudrait penser à le faire. Donc surtout, n'hésitez pas, je vous présente ça en 15 minutes. Et n'hésitez pas ensuite à partager vos questions, vos expériences. Voilà, ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Donc, le premier tips, alors il rejoint un peu ce que j'avais dit dans le premier, c'est être préparé et être prêt. Quelque chose qui me paraît hyper important, c'est définir sa proposition de valeur. Alors attention, proposition de valeur ou proposition value en anglais, on le voit partout, mais qu'est-ce que c'est la proposition de valeur? Eh ben, la proposition de valeur, c'est la promesse que vous faites à vos clients. Et pour moi, la proposition de valeur, elle doit résonner avec leur pourquoi. C'est absolument pas la description de votre produit, c'est en une phrase assez synthétique et percutante, en fait, pourquoi le client ferait appel à vous. Qu'est-ce que vous allez apporter au client? Quelle promesse, vraiment, c'est la meilleure définition, quelle promesse vous allez lui faire. Et c'est absolument pas le moment de parler de choses techniques, c'est vraiment essayer de comprendre quel besoin vous allez remplir ou quel désir vous allez remplir chez le client. Et dans la phase de préparation, c'est clé de connaître votre proposition de valeur. Ensuite, c'est comprendre et connaître son environnement. Donc, dans quel environnement j'évolue ou dans quel environnement je veux aller jouer avec mon produit, avec ma solution. Donc, bien évidemment, connaître son marché, connaître sa concurrence directe mais indirecte. Et là, ça rejoint la proposition de valeur. C'est vous allez rendre un service, proposer quelque chose qui va améliorer la vie de vos clients. Qui d'autre le fait? La concurrence, c'est ça. C'est pas celui qui fait plus ou moins la même chose que vous, c'est celui qui remplit le même besoin ou remplit le même désir. Et sa place sur le marché, ça m'a amené à une réflexion. On parle toujours de bons ou de mauvais produits. Moi, je dirais plutôt, il faut peut-être réfléchir, est-ce qu'on est ou pas dans le bon marché? Parce qu'en soi, un produit, s'il est de qualité ou un service, s'il est de qualité, on ne va pas revenir dessus. Mais est-ce que je suis au bon endroit au bon moment? Et ça, c'est, je pense, une question très importante à se poser. Préparer son discours, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais c'est clé, bien maîtriser ses éléments de langage pour, au moment d'un rendez-vous client, être vraiment à l'écoute du client et être là pour son client, pour donner la bonne info, mais aussi en capter beaucoup. Et donc être prêt à échanger et à apprendre. Apprendre, je me suis rendu compte que c'était un mot très intéressant parce qu'en fait, on apprend quelque chose à quelqu'un et on apprend quelque chose de quelqu'un et c'est le même mot. Et là, c'est vraiment le but, c'est de se dire qu'un rendez-vous avec un client, c'est un vrai échange. Vous devez repartir en ayant appris autant
que ce que vous avez donné comme information à votre client. Un rendez-vous réussi, il coche déjà ce critère-là. Définir ses priorités. D'abord, ses priorités au niveau global. Donc, sa stratégie globale. Et pour définir sa stratégie, donc c'est quel est l'objectif de cette stratégie? Une question très simple. Comment je sais si j'ai réussi? Comment je sais si à la fin de l'année j'ai réussi? Comment je sais si à la fin des 3 premiers mois de mon lancement j'ai réussi? Donc, bien évidemment, on se donne des objectifs réalistes, mais on garde ces objectifs en tête, on les écrit. Et définir les étapes clés pour y arriver. Parfois, un objectif final, il va falloir accomplir des choses et il va falloir identifier ces étapes. Et ces étapes, elles permettent de répondre à la question: comment je sais si je suis sur la bonne voie? Ensuite, d'une façon beaucoup plus ciblée, on va identifier des clients clés, des cibles clés. Voilà, il me faudrait dans un premier temps travailler avec telle ou telle ou telle personne. Pas forcément par rapport aux revenus que ça va générer, mais aussi parce que c'est une personne qui est une référence, c'est une personne qui a de l'influence, c'est une personne qui va pouvoir me faire connaître. Il peut y avoir différentes raisons au fait qu'on veuille absolument rentrer en relation et travailler avec quelqu'un. Ensuite, bah, un petit peu comme la démarche globale, quel objectif je me donne pour ce compte? Donc, comment je sais si j'ai réussi cette collaboration avec ce compte? Est-ce que je veux que ça soit un client? Est-ce que je veux que ça soit quelqu'un qui parle de moi, qui me référence? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je veux faire une étude? Et définir les étapes clés pour y arriver aussi, c'est un petit peu la même façon. En fait, c'est plein de micro-rouages qui vous amènent à définir votre gros rouage. Et pour ça, je vais citer, alors ça va être une référence à notre Alice, mais là, c'est celle qui est au Pays des Merveilles. Si vous ne savez pas où aller, comment est-ce que vous saurez si vous êtes arrivé? Voilà. Ensuite, je vais vous parler de plusieurs notions d'équilibre. Le premier équilibre, c'est l'équilibre entre décideur et influenceur. Alors, le décideur, bien évidemment, il est clé parce que c'est celui avec lequel vous allez finaliser. Donc, c'est très important d'identifier tous les décideurs et d'identifier les vrais décideurs. Parfois, on va vous dire qu'on a le pouvoir de décision et en fait, c'est pas forcément vrai. Et le décideur pourra avoir tendance à se cacher un petit peu s'il n'a pas trop envie d'entendre parler de vous. Donc, il y a vraiment un vrai travail d'investigation, un peu comme un journaliste ou un détective privé pour aller identifier les vrais décideurs. Les influenceurs, c'est aussi des personnes qui sont très importantes. Elles ont un pouvoir important parce qu'elles peuvent, bah, comme le nom l'indique, influencer les décideurs, mais ce sont aussi des sources d'informations très importantes. Ça va vous permettre d'échanger avec eux sans forcément la pression, que c'est des gens qui vont vous dire, en fait, c'est pas moi qui signe, mais c'est des gens que vous pouvez écouter et avec qui vous pouvez échanger pour en savoir plus sur votre client, son environnement, ses besoins. Qu'est-ce qui ferait que cette personne-là, elle aurait un intérêt à travailler avec vous? Et un point important aussi, ça sera d'identifier tous les influenceurs et le type d'influence qu'ils ont. Il y a des influenceurs qui peuvent être très positifs et bah, de façon moins sympa, il y a des influenceurs qui n'ont pas forcément le pouvoir de vous mettre en avant, mais qui ont le pouvoir de mettre un veto à un moment. C'est des gens qu'on ne voit pas forcément, mais alors pour l'avoir vécu dans mon expérience de commercial, c'est assez désagréable de se rendre compte qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a dit non. Alors non, pour plein de raisons, mais voilà et on ne peut pas passer par, on ne peut pas passer, différemment, aux étapes d'après. Connaître les décideurs et les influenceurs, ça vous donne une image vraiment exhaustive du client, une image globale et ça vous permet de mieux comprendre les attentes, savoir si c'est toujours un client potentiel pour vous ou pas et qu'est-ce que ça, pourrait, et vers quelle collaboration vous pourriez arriver. Les influenceurs, il y a quelque chose qui est très important, c'est peut-être le décideur de demain aussi. Aujourd'hui, les personnes avec qui on discute changent très vite de position. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel il faut être très vigilant. On peut être décideur aujourd'hui, ne plus l'être demain. On peut être influenceur aujourd'hui et être le décideur de demain. Donc, c'est des personnes avec qui créer des relations, établir des relations, on va dire pérennes et sincères, sont très importants. Pour vous, pour mieux les comprendre, alors ça, c'est des choses qu'on m'avait appris, moi, quand j'ai commencé en tant que commerciale et que j'ai retransmis à mes équipes après, c'est faire une cartographie du client, cartographier les décideurs, les influenceurs et identifier leurs relations entre eux. Alors l'élément sympa, c'est que ça bouge tout le temps et il y a des clients chez qui ça bouge plus ou moins vite et il y a des clients chez qui ça bouge très vite. Donc il faut être, très attentif et assez lié à eux parce que, parfois on voit des gens apparaître et disparaître. Communiquer avec tous dans un premier temps, puis cibler.
votre temps est compté. Donc, votre temps, alors c'est toujours très chouette de discuter avec tout le monde, mais à un moment, il faut cibler au fil du temps et dans votre stratégie qui sont les personnes avec qui vous allez passer du temps parce que votre temps n'est pas extensible. C'est pas que les gens sont pas intéressants, c'est que votre temps n'est pas extensible et votre énergie non plus. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, valider la cartographie au fil du temps parce que ça peut changer très très vite. Un autre équilibre, c'est l'équilibre promoteur-détracteur. Vous ne pouvez pas recevoir des éloges de tout le monde. C'est normal. Alors, pourquoi les promoteurs? Déjà, première chose, ça fait du bien d'aller voir des gens qui adorent vos produits, ou qui vous adorent, ou qui adorent la société. C'est la petite friandise de la journée d'aller voir quelqu'un qui vous attend et qui vous dit à quel point votre produit ou votre solution a fait du bien et apporte des bénéfices chez lui. C'est aussi les meilleurs créateurs d'arguments, parce que quand vous leur demandez ou quand vous parlez avec eux et qu'ils vous disent pourquoi ils apprécient vos produits ou vos services, ben en fait, c'est eux qui créent généralement les phrases les plus percutantes autour de votre solution. Donc, surtout, retenez et notez. Ça permet aussi, en les voyant, d'aller renforcer les relations. Donc, par rapport à la création d'arguments, c'est votre meilleure force de vente. C'est généralement eux qui vous recommandent et qui le font très très bien parce qu'ils sont crédibles auprès d'autres personnes. Et puis surtout, continuez à aller les voir parce que rien n'est jamais acquis et qu'une relation avec quelqu'un qui vous aime bien, ça s'entretient. Comme dans la vie perso d'ailleurs. Donc voilà. Donc c'est très 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 important. Par rapport à ça, une anecdote d'une de mes anciennes sociétés, j'ai été contactée un jour par un hôpital par rapport aux produits qu'on commercialisait. Et donc il m'a dit voilà, je voudrais avoir les spécificités techniques, etc. Donc je lui ai dit ok, mais il faudrait peut-être qu'on se rencontre. Il m'a dit c'est bon, me faites pas l'article. Je suis allée voir votre dispositif chez une copine qui l'a et qui m'en vantait les louanges depuis 2 ans. Je suis convaincue. Envoyez-moi les données, envoyez-moi un devis. Ok. Bon, bah, très bien. Donc, on avait un client qui était tellement content qui avait fait finalement le travail de création d'arguments à notre place. Et c'est plutôt chouette d'entendre ça. Les détracteurs, alors c'est des rendez-vous un peu moins sympas, mais c'est des rendez-vous qui sont très intéressants, puisque ça va nous permettre d'avoir des informations sur les besoins du marché, des besoins qu'on ne remplit pas, d'après eux, sur la concurrence, comment la concurrence a réussi à finalement travailler avec eux, qu'est-ce qu'ils leur apportent. Ça permet d'améliorer ces arguments. Bien sûr, c'est la base pour le futur développement de votre société, c'est les prochains futurs clients parce que rien n'est immuable. Et c'est surtout, alors les premiers font du bien, et cela, c'est un beau challenge à relever pour les amateurs et les amatrices de défis. Un détracteur aujourd'hui, ça peut être un promoteur demain, et c'est généralement une belle victoire. Là aussi, cartographier les décideurs et les influenceurs et essayer de croiser ça avec les promoteurs détracteurs, puisqu'on a ceux qui décident et ceux qui influencent, et puis on a les plus et les moins. Et là-dedans, il faut essayer de comprendre, en fait, si vous n'avez que des détracteurs chez les décideurs, il y a du boulot. Et si vous avez des influenceurs clés qui sont très promoteurs de votre solution, vous pouvez complètement potentialiser dessus. Donc, disons, votre plan d'action chez le client va vraiment dépendre de ces éléments-là. Encore une fois, communiquer avec tous, puis cibler, j'insiste, comme la planète, vos ressources ne sont pas infinies. Donc, à un moment, il faut être pertinent et percutant dans ce qu'on fait et suivre les changements et s'adapter. Là aussi, vous allez pouvoir avoir des gens qui vont être conquis par la concurrence et plutôt redevenir détracteurs, ou des gens au contraire qui vont être plutôt conquis par votre solution. Le dernier équilibre, c'est l'équilibre client-prospect. Et je vous avoue que c'est des discussions que j'ai beaucoup eues, alors moi à un moment avec mes responsables, et puis moi que j'ai eu après avec mes équipes quand j'étais responsable commercial. Quel est l'équilibre à trouver entre client et prospect? Je ne vais pas vous aider, je vais vous dire ça dépend. Ça dépend de votre position sur le marché, ça dépend des périodes, ça dépend de vraiment plein de choses, mais c'est une question qu'il faut se poser. Vos clients, donc c'est un peu comme vos promoteurs, c'est des gens qui vous aiment bien généralement. Donc continuer à entretenir des relations étroites avec ses clients, ça permet de conserver sa base existante de clients. Conserver, augmenter leur satisfaction, donc ça permet aussi de le développer. Peut-être que vous avez un portefeuille de produits et donc le client, vous faisant déjà confiance, va vous permettre, va peut-être vouloir en utiliser d'autres. Ça vous permet d'avoir des témoignages, ça vous permet d'avoir des recommandations, ça assoit vraiment votre crédibilité et ça assoit un partenariat très proche avec votre client.
Vos prospects, c'est le marché à conquérir. C'est encore une fois un petit peu comme les détracteurs, des informations sur les besoins du marché et sur la concurrence. Allez voir ses clients, c'est chouette, mais vos clients, c'est déjà vos clients, donc ils vont vous dire pourquoi ils vous aiment. Mais ils vont pas vous dire qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir encore plus de clients. L'arrivée de nouveaux clients, ça c'est aussi important. Il y a vraiment une interaction entre les deux. C'est que les témoignages des clients peuvent rassurer d'éventuels prospects. Et ça, c'est très, très important d'asseoir les retours clients. Mais l'arrivée de nouveaux clients peut aussi rassurer les clients existants. Tiens, c'est une société qui a de plus en plus de nouveaux clients. Donc, ça veut dire que je ne me suis pas trompée, en fait. Je suis sur un produit qui est peut-être à la pointe, etc., etc. Donc, il y a une vraie interaction de communication et c'est là où on peut faire intervenir de la communication entre eux, par exemple. La prospection, c'est une partie à ne pas négliger, surtout quand vous avez des marchés où les process sont longs. Personnellement, moi, c'était le cas dans ma dernière expérience commerciale. On était sur des process de conquête client qui duraient plus de 2 ans. Donc, si à un moment, vous aviez eu un trou d'air dans votre prospection il y a 2 ans, vous le payez 2 ans après. Et c'est un peu pénible parce qu'effectivement, ça n'arrive pas. Et on a un petit peu du mal à justifier que 24 mois avant, bah, on a fait plein de choses pour plein de raisons. Et là, on se retrouve avec un petit trou d'air de clients à conquérir. Donc, ne pas négliger la découverte des nouveaux clients, même en période de forte activité, il y a toujours une balance à trouver. Alors, elle sera peut-être plus en faveur des clients que des prospects, mais ne jamais vraiment descendre sa prospection à zéro. Donc, pourquoi trouver cet équilibre? Déjà, le déterminer et essayer de le suivre, c'est pour protéger sa structure, avoir un équilibre de type de client et un dynamisme de la base client. Quelque chose qui est à la fois très confortable et très dangereux, c'est avoir 3-4 clients qui font plus de 50% de vos revenus. Parfois, c'est super, mais attention, s'il y en a un qui s'en va, c'est très, très, très compliqué. Donc, avoir une prospection, ça permet justement d'avoir des clients très différents, très variés et être sûr que vous assurez la protection financière de votre structure. Communiquer sur la fidélité, les partenaires pérennes et les nouveaux clients, on en a déjà parlé, c'est très important. On est à une ère aujourd'hui où avec tous les réseaux qu'on connaît, personnels ou professionnels, les choses vont très vite et il faut l'utiliser à bon escient. Et c'est quelque chose qui est rassurant à la fois pour les clients, comme on l'a vu, et pour les prospects aussi. Et bien évidemment, suivre les changements et s'adapter aussi à l'intérieur des clients et à l'intérieur des prospects. Sur ces 3 équilibres, l'important, c'est de trouver votre équilibre parce qu'il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Dernier point, piloter son activité. Je suis sûre que c'est l'activité favorite de tout le monde, en tout cas, c'était la mienne. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était très important. Donc, être sûr d'avoir une efficacité et une pertinence des activités. Toute activité qui ne rentre pas dans cette ligne-là, c'est une activité en trop. Bon, à part aller déjeuner avec des copines, mais ça, c'est pas forcément professionnel. Donc, c'est définir votre stratégie, définir des tactiques et des plans d'action globaux, vos cibles clients, un plan d'action pour chaque cible qui est en cohérence avec vos plans, votre activité, votre objectif. Si vous pouvez penser à moi avant chaque rendez-vous, pas de rendez-vous sans objectif. Sinon, c'est un rendez-vous qui sert à rien, la plupart du temps. Même si l'objectif doit changer en cours de rendez-vous, sachez pourquoi vous y allez et cet objectif, normalement, il rentre dans le cadre de ce que vous vous êtes mis comme stratégie. Encore une fois, pour être sûr d'utiliser à bon escient votre temps et votre énergie. Et parfois, c'est dur parce que parfois, on est un peu dans le flou, surtout au début. Donc, tout ça pour répondre à 2 questions. Pourquoi je fais cela ici? Donc, une cohérence avec la stratégie et quel est mon objectif en faisant cela? L'analyse de son activité, toute donnée que vous aurez, il faut la transformer en information utile pour vous. Donc savoir ça, à quoi ça me sert? Créer un bon outil pour emmagasiner toutes ces données, quitte à se faire aider. Alors bien évidemment, dans les grands groupes, on connaît tous les outils plus ou moins efficaces, Salesforce, et cetera, ou autres CRM. Je dirais pour vous, ça peut être ça, ou ça peut être un tableau Excel, mais il faut vraiment avoir un suivi d'activité. N'hésitez pas à demander à des amis ou à des collaborateurs et d'essayer de créer l'outil optimal pour vous. C'est très, très, très important. Passer du temps sur la récupération des données et l'analyse de vos données, ça vous permet de lever la tête du guidon. Ça vous permet d'éviter les écueils et ça vous permet aussi d'atteindre votre objectif.
Donc, même si c'est absolument pas l'activité la plus sympa de votre semaine, c'est une activité précieuse, indispensable et intéressante. Et mon dernier tip, ça serait d'être à l'écoute, d'être en mouvement et toujours prêt à évoluer. Alors, on m'avait proposé ce schéma que je trouve hyper intéressant et qui me sert toujours, avec 3 questions à se poser régulièrement. Quel est mon objectif? Donc, bah, vous avez le petit bonhomme qui a son objectif cible là. Et puis régulièrement, quand l'objectif il est un petit peu loin, bah, on a tendance à se déplacer un peu au gré du vent aussi. Et il faut se demander régulièrement où on est. Et en fonction de où on est, souvent on est écarté plus ou moins, c'est normal, c'est de savoir comment est-ce que je rejoins mon objectif. Donc comment est-ce que je réadapte ma stratégie, mes plans d'action pour au final arriver tout de même au bout. Dévier, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais c'est juste quelle capacité j'ai à me rendre compte de où je suis et comment je fais pour atteindre mon objectif. Donc c'est trouver un équilibre entre cohérence de stratégie et réajustement dans un monde qui va vite et de plus en plus vite. Et c'est la capacité qu'on a à prendre des décisions de changement ou de rester sur ce qu'on fait. Et ces décisions, en fonction des outils qu'on a vus, donc, dont on a parlé à la slide précédente, avoir une bonne analyse des données, ça permet de prendre une décision rapide et de prendre une décision basée sur des analyses factuelles, des chiffres et votre réflexion, tout seul ou en équipe, sur ces chiffres. Donc, en quelques mots, c'est 7 tips que je vous apporte. Alors, j'espère qu'ils vont vous servir. Donc, les 2 premiers, donc être préparé, prêt et définir ses priorités, c'est pour être à son top, prêt pour l'échange et le développement. Et ça vous permet d'identifier où je veux aller, pourquoi et comment. Les 3 équilibres, ça vous permet de définir son équilibre, sa feuille de route et de toujours garder, dans sa tête cette bonne balance entre les différentes catégories d'interlocuteurs que vous aurez. Piloter son activité, où je suis et comment je rejoins mes priorités. Et être à l'écoute, en mouvement, s'adapter. Rien n'est immuable, tout est opportunité. Et je vous laisserai avec cette phrase-là parce que je pense vraiment que c'est la réalité. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des opportunités. Merci beaucoup, Stéphanie. Hyper clair. Je vous ai mis dans la conversation le tips pour apprendre à bien négocier aussi qui avait été fait par Stéphanie. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros. On n'est pas nombreux, donc voilà. Je vous laisse la parole. Bonjour. Oui, Bonjour. Bonjour, Paola Bourdon, je suis la cofondatrice d'Emegina. Merci beaucoup, c'était très intéressant et très clair en quelques minutes. J'ai une question parce que j'ai un dispositif médical. C'est une sonde périnnéale qui permet aux femmes enceintes de préparer leur périnée, de l'éduquer avant l'accouchement pour ne pas avoir de déchirure, pas d'épisiotomie. Euh, on va le vendre, là on est en train d'obtenir le marquage CE. On va le vendre à travers en fait la prescription des professionnels de santé, donc sages-femmes, obstétriciens et d'autres professionnels, mais c'est vraiment notre top. Euh, Est-ce que là je suis en train de voir pour passer, parce que comme c'est un dispositif médical remboursé par la Sécu, j'ai pas le droit de le vendre en direct sur mon site internet, donc je suis obligée de passer par des tiers qui ont le- la possibilité de le vendre et de pouvoir faire rembourser. Sauf que les distributeurs ont des pourcentages assez élevés et j'avais un peu de mal à comprendre si les distributeurs étaient mieux que les prestataires de santé à domicile. Et comme j'ai vu que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, est-ce que vous avez des tips aussi sur comment bien trouver en fait au-delà des promoteurs et décideurs, mais aussi justement à qui c'est le plus intéressant avec qui c'est le plus intéressant de s'allier pour vendre à des professionnels de santé. Ok, donc là c'est plus en fait un ciblage, un choix du meilleur partenaire en fait pour la distribution de vos produits, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ben, je pense qu'il faut, à la limite, je peux être disponible quelques minutes après. Il faut vraiment savoir comment il est remboursé, à qui vous vous adressez, parce que les distributeurs de matériel médical sont plus généralistes, mais des fois sont beaucoup plus locaux. Les prestataires, je pense qu'ils peuvent être très puissants et donc
peut-être un petit peu difficile en négociation. Donc, il y a plein de paramètres, à savoir quelle couverture vous voulez avoir. Il peut y avoir 1 ou 2 distributeurs qui vous permettent d'avoir une couverture nationale. Ça ne sera peut-être pas les plus simples en négociation, parce que généralement, ils savent faire. Donc, il y a un choix de stratégie à avoir. Est-ce que je commence par des distributeurs régionaux qui seront peut-être plus abordables? Est-ce que un partenariat plus général peut intéresser un prestataire national qui est peut-être plus engagé sur la femme enceinte ou la jeune femme, enfin voilà, faut peut-être analyser. Là, il y a un vrai travail de ciblage et de voir quel est l'intérêt d'un partenariat commun. Mais si vous voulez, on peut en discuter. Ça Je sera peux vous difficile mettre de vous répondre en 2 en minutes. relation. Je peux vous Ça mettre va, en relation après pour que vous puissiez échanger vos coordonnées. Il y a pas de souci. Céline, vous avez une question? Oui, bonjour à tous. Merci Stéphanie pour cette présentation. Elle est hyper bien résumée avec des mots précis, etc. C'était très agréable à écouter. Moi, je travaille donc dans le domaine de l'innovation en santé. On distribue en fait et on fabrique, on a développé une solution de mobilité pour les infirmières libérales. Et donc, on la vend. Nos clients sont les laboratoires d'analyse médicale pour mettre cette application à disposition de leurs partenaires IDE. J'ai juste une question sur l'un de vos slides. On vous entend. On vous entend plus. Le son a coupé au moment de la question. Allô, est-ce que vous C'est bon. m'entendez? C'est Ouais, c'est revenu? bon. Ok, Ouais. ma question est très simple. Sur l'une de vos slides, en fait, où vous mettez la chronologie des étapes en fait à réaliser, vous avez 2 fois plan d'action. Il y a une fois le plan d'action est mis avec la tactique et après vous remettez le plan d'action. Comment vous différenciez les deux? Alors, je me souviens plus l'étape en plus qu'il y a entre les deux. Ah oui, il faut. L'étape entre les deux, c'est votre La ciblage cible, client. Voilà. c'est ça. Donc, en fait, à partir de votre stratégie, vous allez décliner des actions. Votre stratégie, elle est assez globale et puis vous allez rentrer dans des choses beaucoup plus factuelles. Et ça, c'est général. C'est vous, en tant que société, vous vous dites, voilà, il faut que j'aille toucher les laboratoires de biologie médicale. Je vais plutôt parler avec un groupe leader régional, un groupe leader national. Je vais plutôt parler autour de chez moi ou au contraire, je vais aller au niveau national. Je vais aller très, très large. Ça, c'est votre plan d'action général. Ce plan d'action, il va vous permettre d'identifier des cibles. Soit je vais voir voilà, je schématise et ça colle peut-être pas avec votre sujet, mais c'est pour prendre un exemple. Donc, soit vous allez aller voir le laboratoire qui est un interlocuteur local, soit vous allez décider d'aller voir les interlocuteurs nationaux. La tête de pont. Voilà, une fois que vous avez défini ça, pour chacun de vos clients cibles, vous allez vous dire, et en comprenant un peu comment ils fonctionnent, quel est mon plan d'action pour ce client-là. Ok. Mais qui normalement est en cohérence avec le premier, sinon vous avez un problème avec le premier. Donc, on est d'accord. Non, merci pour cette précision parce qu'effectivement, je le voyais pas au niveau global, effectivement, le premier plan d'action. Donc, merci pour cette précision. Je vous en prie, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il est 59. On nous demande si... Est-ce que Stéphanie, c'est possible de récupérer tes slides à la fin pour que je puisse les envoyer? Je te les Et envoie en voilà. PDF, il n'y a pas de souci. Et super, donc comme ça on pourra les diffuser. Je vous remets le lien vers la plateforme du collectif où vous trouvez toutes les infos, les prochaines rencontres, l'Afterwork de Lyon la semaine prochaine, après de Lille, la révélation des femmes de santé. Donc je vous remets le lien vers la plateforme dans le chat. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on termine ce tips? Bon, tout était clair alors. Merci beaucoup Stéphanie. Mais je vous en prie. Et puis pour les Rhône-Alpines, j'espère à jeudi prochain en vrai. Merci, Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.